Et on va démarrer tout de suite. On va appeler Philippe Debost, qui est un spécialiste du digital, qui chine l'innovation pour la Caisse des dépôts depuis quelques temps. Bienvenue à toi, Philippe. Merci, Marion. C'est assez difficile de démarrer parce qu'on m'avait dit, premièrement, qu'il allait falloir vous réveiller. J'ai l'impression que c'est à peu près fait. Et puis qu'il allait falloir faire, je ne sais pas si vous avez vu l'intitulé en dessous, c'est censé être une conférence sérieuse. Alors moi, je ne sais pas si je sais faire des conférences sérieuses, ce sera à vous de juger. Je voulais, comme quand on intervient en territoire étranger, dans une langue étrangère, me risquer à quelques mots. Penaos antraou. Non, c'est censé être comment ça va, je crois. Bon, c'est pas très grave. On va démarrer. Est-ce que vous savez de qui est la citation qui est derrière, en bas de la slide? Il y en a un qui sait? Non, vous chercherez. C'est assez intéressant, elle date de 1948. Et je crois qu'elle n'a jamais été autant d'actualité. Quand on s'intéresse au digital, on s'aperçoit, notamment ceux d'entre vous qui ont des enfants, il y en a qui ont des enfants dans la salle, en dehors de moi? Voilà. Bon. Vous avez dû vous apercevoir qu'ils portent un regard sur le monde qui est légèrement différent du nôtre, qui parfois est structuré selon des codes qui n'ont rien à voir avec les nôtres, et que même si le thème c'est No Borders for Digital Revolution, s'il y a bien une frontière qui est palpable, en tout cas dans nos familles, c'est le fait que la rupture générationnelle dont on parle de temps en temps se manifeste là. Il n'y a pas de frontière géographique, il n'y a pas de frontière temporelle. Et nos enfants ont une capacité à entrer là-dedans qui est phénoménale et qui remet en cause notre manière d'apprendre en continu et notre manière de le vivre. On a changé de regard sur le monde. Et d'une certaine manière, vous faites partie, comme moi, de la dernière génération qui aura su comment c'était avant. Un certain nombre d'entre nous font encore le lien entre une cassette audio et un crayon à papier. Vous montrez ces deux objets à des enfants en leur disant quel est le rapport entre ces deux objets? Rien. Silence, ils vous regardent, l'air étonné. De la même manière, certains d'entre vous ont pu déjà être confrontés à la question « Mais dis papa, comment est-ce que tu faisais quand il n'y avait pas Internet, mais comment tu te débrouillais avec ton ordinateur ?» Et là, quand on leur dit « Il n'y avait pas d'ordinateur non plus », ils sont assez surpris. Et c'est ce qui avait conduit Jean-Louis Constanza, il y a quelques années, à utiliser cette formule choc qui a fait le tour du web, qui était qu'un magazine est un iPad qui ne fonctionne pas. Et donc, dans quelques années, nos enfants vont nous demander où on met les piles, et ils vont nous le demander sur à peu près tous les objets qu'ils côtoieront. Avant-hier, j'assistais à un défilé sur les Champs-Élysées. Défilé, c'est un truc avec des gens sérieux qui font des choses très sérieuses dans un cadre très organisé. Et ce qui m'a surpris pendant les heures qui précédaient le défilé lui-même, et ces grands moments de tradition très encadrés, c'était de voir qu'il y avait des smartphones absolument partout. Alors on peut se dire que là, sur celui qui est en bas à droite, c'est un sujet générationnel, mais pas que. Pas que, puisque on a vu aussi des smartphones qui prenaient en photo les officiers, les cadets de l'armée mexicaine qui étaient venus défiler avec des aigles royaux et des buses. On était juste en face et qui attiraient évidemment l'attention. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y avait également des militaires extrêmement équipés, puisque là vous voyez un des cadets porteurs de buses qui s'est équipé d'une GoPro dans le col de son uniforme. Je ne savais pas que c'était réglementaire, la GoPro, et ce qui lui a permis de filmer tout ce qui suivait pendant qu'il défilait. Et ces privilèges-là ne sont évidemment pas réservés à la jeune génération, puisque même chez les très très gradés, le smartphone était de mise, et il y a eu pendant les 2 heures qui précédaient le défilé lui-même un gigantesque concours de selfies. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. D'une part parce que ce n'était pas autorisé, d'autre part parce que ce n'était pas disponible. S'il y a des frontières dans la révolution digitale, elles me semblent nettement plus temporelles que spatiales. Alors, je sais que certaines de nos passionnariats, de temps en temps, essayent d'évoquer le conflit de génération. Je pense que ça n'est pas une question d'âge. Je pense que c'est plus un fossé culturel que générationnel. Et on s'en aperçoit d'ailleurs quand on confronte ces moments d'instantanéité dans lesquels on est tous plongés à l'impact que continue à avoir un Michel Serres. Là où c'est plus surprenant, et c'est ce que je voudrais partager avec vous, c'est que cette cartographie que j'ai piquée à Derrick de Kerkhove en 2008 et que j'ai prolongée jusqu'à 2010-2012 montre quelque chose dont on est assez peu nombreux à avoir vraiment pris conscience, c'est que les mutations technologiques dans lesquelles on est entré sont devenues intragénérationnelles. Avant, l'espace commun que partageaient des grands-parents, des parents et des enfants, le référentiel autour duquel ils pouvaient se retrouver le soir,
où ils pouvaient discuter, échanger, se confronter, parfois même se disputer, était un référentiel qui courait sur plusieurs années. Ils observaient un monde qui était à peu près analogue. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, et encore une fois, c'est l'exemple que je vous ai pris au tout début sur la génération des smartphones, qui sont simplement incapables d'imaginer comment on s'était débrouillé jusqu'ici. Alors que, il a fallu 1700 générations à la parole et au langage pour former la communauté humaine. Il en a fallu à peu près 300 à l'écriture, et l'écriture, le point de départ de l'écriture, c'est Sumer, c'est le commerce, c'est la capacité à tracer des marques de quantité sur des sacs, et c'est l'échange, c'est le début des villes. Et puis vous voyez Gutenberg qui en met 10 de moins, et vous voyez cette accélération vertigineuse dans laquelle nous sommes entrés. Et donc ça va nous défier dans nos organisations. Plus elles sont grandes et plus on aura à gérer cette capacité du digital à transcender les frontières de la génération, de la culture, de l'école, de la formation. Dans celles de vos entreprises qui recrutent et qui recrutent vite, vous allez devoir gérer de plus en plus de disparités, d'hétérogénéité et donc d'ouverture et de capacité d'innovation. Et je pense que c'est un des plus gros défis culturels auxquels on soit confronté, notamment dans un pays qui a une très grande affection pour l'histoire et pour la tradition, pour les traditions et pour les corporatismes établis. Alors là, c'est formidable, la technique nous lâche, le Wi-Fi refuse. Si le monsieur qui est devant le Mac peut appuyer sur le bouton suivant, ce serait formidable. Non, parce que j'essaie de piloter. Voilà, c'est bon. Non, touche à rien. Ah, sinon, c'est lui qui a touché, je le remercie. Les lois d'accélération dans lesquelles on est, vous les... Ah, ça y est, c'est bon, j'ai repris la main, c'est formidable. Je vous avais dit que c'était une conférence sérieuse, on va être totalement largué. Dans les lois d'accélération sur lesquelles on va revenir, si le monsieur veut bien appuyer sur la flèche, il y en a que vous connaissez, mais je pense qu'on n'en a pas encore complètement pris la mesure. Et c'est là qu'avoir un peu de recul historique et d'avoir un peu de regard sur ce qui s'est passé pendant ces 15 années, non, c'est dans l'autre sens, s'il vous plaît, flèche gauche, merci. Vous êtes en train de me ruiner mon truc, c'est formidable. Vous avez 3 lois qui sont en jeu et dont on n'a pas complètement pris la mesure. La première d'entre elles, c'est la loi de Moore. Qui connaît la loi de Moore dans la salle? Ah, quand même, il y en a une partie qui ne la connaissent pas. C'est une loi toute simple dont il faut retenir une chose, c'est qu'elle est exponentielle. Une loi exponentielle, ça veut simplement dire qu'elle accélère en permanence, et ça veut dire qu'elle vous rend capable d'imaginer des choses qui étaient jugées impossibles il y a encore très peu de temps. Et ça veut dire une chose en termes de No Borders for Digital Revolution, c'est que les sujets auxquels vous allez être confrontés, si on peut appuyer sur la flèche gauche, ce serait génial. Encore. Non, gauche. Génial. Voilà. Ça dit une chose qui est assez fondamentale, c'est que ce que vous jugiez impossible, ou ce que vous jugez impossible aujourd'hui quand vous vous lancez, sera à votre portée dans très peu de temps, et dans moins de temps que vous ne l'imaginez. Il y a encore quelques années, au début de la révolution des smartphones, personne n'avait imaginé qu'on pourrait prendre des vidéos, éditer ces vidéos, publier ces vidéos, n'est-ce pas Olivier, simplement sur son smartphone. Mais ceux qui ont commencé à développer les logiciels de traitement de vidéo se heurtaient, au moment où ils l'ont commencé, à un mur infranchissable, mais savaient que 18 mois après, en une génération de smartphones, ils pourraient reprendre la main. Et cette loi de Moore, quand vous la combinez aux deux autres, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, qui sont la loi de Metcalfe, qui vous dit que la valeur d'un réseau augmente avec le carré de ses nœuds, fait que la pénétration des technologies aujourd'hui a atteint un rythme absolument impensable. J'ai trouvé il n'y a pas très longtemps les premiers chiffres sur le taux d'atteinte de 50 millions d'utilisateurs aux États-Unis sont super connus pour la radio, la télé, le câble. Ça traîne sur Internet depuis une quinzaine d'années. On a vu les choses s'accélérer nettement avec Internet, l'iPod et Facebook. Et il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur le chiffre d'Angry Birds qui donne une certaine forme de vertige. Puisque là où la radio aux États-Unis a mis 38 ans pour conquérir 50 millions de foyers, Angry Birds a mis 35 jours pour toucher 1 million d'utilisateurs. 50 millions d'utilisateurs, pardon. Moi, quand j'étais jeune, et quand on a démarré Wanadoo, je me souviens très très bien que le premier million d'abonnés a été conquis en 4 ans. On a complètement changé d'échelle. Et ça, pour vous, ça veut simplement dire une chose qui est formidable, c'est que ce que vous jugez impossible aujourd'hui est à votre portée et qu'il n'y a aucune limite que vous ne puissiez franchir parce que la technologie vous y aidera.
Et là, c'est formidable, j'ai repris la main. Juste pour illustrer la loi de Moore, il faut juste se souvenir qu'entre un ordinateur portable des années 90 et une tablette actuelle, tout, je dis bien tout, en termes de paramètres et de capacité, a été multiplié par un facteur 250 à 2500, sauf 2 paramètres qui sont... Quelqu'un? Non? Le prix, divisé par 6, et le poids, divisé par 6 également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un processeur de smartphone de dernière génération a la capacité de traitement d'un ordinateur portable vendu il y a 2 ans. Donc le rattrapage est déjà là, et vous avez tous dans la poche, alors pour ceux d'entre vous qui ont un passé militaire, ou pour les plus anciens, vous avez tous dans la poche la puissance, l'équivalent de puissance de plusieurs Cray 2 dont le CEA s'enorgueillissait en 1985 pour faire de la simulation nucléaire. Donc on a cette capacité infinie, elle est dans les poches de chacun. La seule question est de savoir ce qu'on en fait. Et quant au facteur de forme, il est assez amusant de voir qu'après quelques années de tâtonnement et la gigantesque erreur faite par Sony Ericsson avec le T68i, qui avait l'écran le plus petit du monde et le clavier le plus petit du monde également, qui est quelque part au milieu, c'est l'écran qui a pris l'ensemble de la surface disponible de manière à pouvoir vous restituer un maximum de contenu. Sur la data, je ne m'étendrai pas parce que c'est maintenant un sujet qui est sur toutes les lèvres, dont tout le monde parle sans très bien d'ailleurs souvent savoir exactement de quoi on parle. Le chiffre que je vous présente là, pour moi, il a un intérêt particulier. Il a été présenté à DLD à Munich en début d'année. Et ce qui est intéressant, c'est que personne dans la salle, à mon avis, ou alors s'il y en a un, je serais ravi de prendre un café avec lui après, ne peut se représenter ce que signifie la quantité de données qui est affichée là, ce qui est produit en 100 secondes aujourd'hui sur Internet. On est sorti des ordres de grandeur qui sont commensurables. On est au-delà des milliards. Et bon, les milliards, on voit à peu près ce que c'est. On n'en a pas forcément, je ne pense pas dans cette salle, il y en ait, qui détiennent des milliards, mais je leur souhaite. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Mais les milliards, on voit encore ce que c'est. C'est la population de la planète, c'est le déficit des gouvernements, c'est la dette grecque. C'est des quantités dont on nous parle régulièrement et donc on est en mesure de comparer les unes aux autres, qui signifie encore quelque chose. Là, dans les volumes de données produits à l'échelle du monde entier en 100 secondes, on est sorti du commensurable, on est sorti de l'intelligible. Et donc il va falloir énormément d'intelligence, précisément, énormément d'innovation pour franchir cette limite-là, cette barrière-là, qui est une barrière culturelle, qui est que la signification de ces quantités a échappé à l'humain. On estime que c'est en 2007 à peu près que l'humanité s'est mise à produire plus de données qu'elle était capable d'en stocker. Et ceci va évidemment s'aggravant, et ça je pense que vous le savez tous. Et c'est ce qui a conduit Ray Kurzweil à formuler cet énoncé que je trouve extrêmement intéressant, qui est celui de la deuxième moitié de l'échiquier. Qui en a entendu parler dans la salle ? Vous connaissez tous le problème de l'échiquier parce que vous en avez entendu parler quand vous étiez gamin. Il existe dans toutes les cultures, dans la culture persane, dans la culture chinoise et japonaise, dans la culture occidentale. C'est l'histoire de ce mercenaire qui accomplit un forfait pour le compte d'un roi ou d'un puissant et qui demande comme rémunération que ce roi pose sur la première case de l'échiquier sur lequel il joue d'habitude un grain de blé, de riz, de soja, de sésame peut vous adapter à l'histoire. Cette histoire existe dans toutes les cultures. Donc un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et vous connaissez la fin de l'histoire, c'est que le roi s'aperçoit assez tardivement, mais malheureusement trop tard, qu'il va être ruiné, puisque la somme des grains de riz déposés sur ce type d'échiquier-là, si vous les mettez tous ensemble, une fois que vous avez atteint la 64e case, vous permet d'obtenir une montagne dont la hauteur serait équivalente à 4 fois celle de l'Everest. Et ce n'est pas ça le sujet de Kurzweil. Ce que Kurzweil dit, c'est que le problème de l'échiquier, comme il est représenté ici, est intelligible jusqu'à la première moitié. De puissance 32, on sait encore faire. Et assez rapidement après, on rentre précisément dans ces volumes de données, dans ces quantités qui sortent de ce que l'intellect humain est capable d'appréhender seul ou à plusieurs, et on rentre dans des territoires inconnus. Kurzweil estime ce point de bascule à peu près les années que nous sommes en train de vivre, et ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que le monde digital en tout cas, est devenu définitivement imprévisible. Quand je veux réveiller une salle ou quand je veux être vache, j'explique que même messieurs Mink et Attali n'avaient pas vu Uber et Airbnb, et ça n'est pas une question d'âge, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est parce que ça va trop vite, et que lorsque la société commence à prendre conscience d'un nouveau service ou d'une nouvelle offre, si celle-ci a été lancée à l'échelle mondiale,
elle atteint très rapidement des masses d'utilisateurs qui font qu'après, on ne peut plus rien faire. En tout cas qu'après, les collectivités se sentent dépassées par ce qui se produit. Les gouvernements, à leur tour, qui sont le reflet de ce que la collectivité leur remonte, se sentent à leur tour dépassés. Et les régulateurs se retrouvent en posture extrêmement désagréable parce que non seulement ils ont une attitude défensive, puisqu'ils arrivent trop tard, et qu'en plus, ils ont une partie de la population contre eux. Je ne vous fais pas le schéma de ce qui a défrayé la chronique ces dernières semaines au sujet d'Uber ou au sujet d'Airbnb, mais on est dans ces sujets-là. Et la très bonne nouvelle, c'est quand c'est imprévisible, c'est que la seule chose que vous ayez à faire, c'est d'y aller, de foncer et de vous engager dans ces courses de vitesse dont l'issue est totalement incertaine, mais comme toujours dans la vie, mais dans laquelle l'issue positive est également totalement incertaine et ne dépendra que de votre capacité d'exécution. Et c'est là que la technique me lâche. Formidable, on va contempler un échiquier jusqu'à la fin, surtout que je sais absolument... Voilà, non, c'est dans l'autre sens, c'est la flèche droite. Voilà, encore, yes, formidable. Alors, évidemment, quand on parle de frontières, c'est assez amusant, mais quand j'ai... Non, c'est dans... Trop vite. Quand on parle de frontières, puisque c'est le thème de cette conférence sérieuse, évidemment, les frontières, elles sont faites pour être transgressées, elles sont faites pour être attaquées. C'est aux frontières que se massent les barbares, c'est aux frontières que se localisent les menaces. C'est aux frontières parfois qu'on essaie d'édifier des lignes maginaux, avec le succès qu'on sait. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'aperçoit que secteur après secteur, dans l'ensemble de l'économie, tous les lieux dans lesquels il reste des frictions, c'est-à-dire des difficultés pour un utilisateur final, pour un consommateur, à accéder rapidement à une offre dans un délai qui n'est plus un délai qu'on qualifierait de raisonnable, mais qui est un délai qui est juste nul. Ceux d'entre vous qui ont testé des applications mobiles savent que si, passé 1 seconde et demie, vous n'avez pas compris à quoi elle sert, ce qu'elle va vous apporter et pourquoi elle est bien pour vous, la probabilité que vous n'y retourniez jamais est juste de 100%. Et donc la question, c'est voilà, comment est-ce que dans chacun des pans de l'économie, on identifie les frictions, on regarde comment faire mieux, plus vite, plus simple, et comment faire en sorte qu'ensuite, une fois qu'on a massé un très grand nombre d'utilisateurs, c'est eux qui s'appuient sur vous et sur lesquels vous vous appuyez réciproquement pour bouleverser le marché. S'il y a une chose, puisqu'on m'avait demandé de prendre un exemple, puisque c'est une conférence sérieuse, il y a un point moi, qui m'a beaucoup frappé sur Uber. C'est qu'en regardant le modèle d'Uber, fondamentalement, il me semble que leur avantage compétitif majeur, et ceux qui savent faire mieux que quiconque, ce n'est pas uniquement le fait d'activer de la capacité de transport mobile et de la mettre à disposition du plus grand nombre, ce n'est pas le fait d'avoir le moins d'interactions possible avec des humains, parce que la plateforme Uber en tant que telle mobilise extrêmement peu d'humains. C'est surtout leur capacité d'ajuster en permanence l'offre et la demande par la fixation du prix. Pour moi, la clé d'Uber, c'est l'algorithme de pricing dynamique qui fait qu'à tout moment, la garantie que vous ayez d'avoir une voiture en moins de tant de minutes, elle est précisément obtenue en s'assurant sur leur plateforme que l'incentive de prix est suffisant pour que suffisamment de chauffeurs aient envie d'entrer sur la plateforme à ce moment-là, parce qu'ils savent que s'ils s'activent à ce moment-là, ils auront un revenu de 20% ou de 25% plus élevé que ce qu'on constate ce jour-là, à cette heure-là, en moyenne. Et aujourd'hui, Uber estime avoir, sur une ville comme Paris, à peu près 8 à 9 minutes d'avance sur la localisation et la qualification de la demande en volume et en géographie, ce qui leur permet d'activer les chauffeurs en jouant sur le prix. On est aussi, puisqu'il y a des frontières, les frontières, c'est aussi la limite dans laquelle s'étend ou dans laquelle se circonscrit votre souveraineté. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des enjeux de souveraineté fondamentaux qui sont liés au numérique. Je prendrai juste 2 exemples. Vous avez évidemment l'histoire récente américaine, et tous ceux qui n'ont pas vu Citizen4 sont priés d'aller le regarder, qui est absolument vertigineux sur la puissance de collecte de la NSA et l'absence totale de contrôle de celle-ci jusqu'à très récemment. Mais vous avez aussi, c'est ça que je voudrais partager avec vous, des réactions de pays ou de nations qui ont décidé de s'affranchir de cette dominance. Les uns en regardant le sujet par le biais du hardware, et c'est tout le travail qui a été entamé par les Russes qui développent un processeur qui s'appelle Baikal sur base ARM, donc sur base d'architecture ouverte, de manière à pouvoir progressivement s'affranchir de la domination des fondeurs et des concepteurs de processeurs américains.
Et puis vous avez ce projet du China Operating System, qui a été rallié il n'y a pas très longtemps, puisque je lisais ça hier, par un projet français piloté par l'Inagora et plusieurs autres écoles, où on voit que la maîtrise de l'operating system peut être un enjeu de souveraineté. Je n'y reviendrai pas plus précisément, mais je suis convaincu que dans ce domaine-là, les enjeux sont certainement financiers, sont probablement politiques et ou militaires, mais que la souveraineté fondamentale qui est en jeu et qui est un atout extraordinaire pour la France, c'est la souveraineté de compétences. Compte tenu des compétences et des talents qu'il y a dans l'ensemble de ce pays, dans le domaine du numérique, on a une capacité, à mon avis, à résister et surtout à s'organiser pour choisir très très précisément les domaines dans lesquels on gardera notre autonomie complète sur le digital. Lorsque le gouvernement nous a sollicité il y a 2 ans à la Caisse des dépôts pour éclairer sa réflexion sur ce qui s'appelait à l'époque quartier numérique, puisque la marque French Tech n'existait pas, on a essayé de faire preuve d'un peu de pédagogie et on a essayé de résumer le sujet et ce défi du digital selon 3 paradoxes. Il y a un paradoxe géographique qui est évident, qui est le No Borders for Digital Revolution. Et dans le même temps, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, et si je suis devant vous, c'est bien parce que ça démarre toujours de rencontres entre des personnes qui se voient dans des lieux physiques, qui se regroupent. C'est la force des écosystèmes, c'est la force des métropoles French Tech dont on parlera à midi. C'est cette capacité des gens à se regrouper et à agir ensemble pour ensuite être capable de se démultiplier, de conquérir la planète, quitte à travailler à distance. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de projet de start-up ayant massivement réussi qui se soit constitué avec des cofondateurs qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui ne s'étaient jamais éprouvés et qui n'avaient jamais formé le noyau d'affectio societatis qui fait qu'on s'engage ensemble dans une aventure à très haut risque. Il y a un deuxième paradoxe qui est temporel et qui interroge beaucoup le politique et qui nous interroge nous aussi, qui est celui de cette instantanéité dont je parlais tout à l'heure, de cette rapidité avec laquelle le paysage évolue, qui fait que nos modèles mentaux doivent être remis en cause en permanence. C'est très très difficile aujourd'hui, quand on est au commissariat au plan, de prévoir sur les 5 ans qui viennent à quoi ressemblera le digital. Ça, je crois que vous l'avez compris, que vous le partagez. Mais dans le même temps, quand on sème dans ce genre de domaine et quand on sème dans des questions d'écosystème, il faut accepter de pouvoir en récolter une partie soi-même, mais il faut surtout accepter que les suivants récoltent ce que vous avez semé, parce que la durée de maturation et de déploiement d'un écosystème, elle se joue systématiquement sur des périodes de 7 à 10 ans. Pourquoi ? Parce que 7 à 10 ans, c'est la période sur laquelle un entrepreneur à succès a créé sa boîte, l'a développée, l'a revendue ou introduite en bourse, et puis revient de là où il est parti pour devenir mentor, investisseur, etc. Donc ça, c'est Xavier Niel, c'est pas fait en 2 ans. Et je crois qu'il faut qu'on ait cet horizon de temps-là en tête. Et la deuxième raison, c'est simplement qu'un fonds d'investissement a un cycle de vie de 7 à 10 ans et a besoin de comprendre dans quel écosystème il opère pour pouvoir modéliser son rendement et pour pouvoir convaincre ses souscripteurs de venir investir. Et puis le troisième paradoxe, et qui est là aussi assez difficile pour les pouvoirs publics et pour la Caisse et pour BPI France et pour tout ce qu'on essaie de faire pour accompagner ce mouvement French Tech, c'est ce paradoxe d'émergence, c'est-à-dire accepter que les choses sortent là où on ne les attendait pas, d'accepter d'encourager des projets très tôt, d'accepter de prendre des risques aux côtés des entrepreneurs, et à l'inverse, parce que nous gérons des fonds publics, et que ces fonds publics, ce sont vos impôts et les miens, on a une exigence de retour sur investissement, on a une exigence de sélectivité, et donc il va falloir qu'on apprenne collectivement à dire non, et à dire non avec le sourire, ce qui n'est jamais facile. Alors la French Tech, j'ai appris hier en venant que sur les 13 écosystèmes et métropoles French Tech qui sont labellisés, il y en avait 11 qui étaient présents aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont déjà tous là. Est-ce qu'il y a des représentants de French Tech dans la salle? Voilà. Bon, alors les 10 autres dorment encore, mais on sera content de les voir tout à l'heure. Quand on a rédigé ce rapport dont je parlais tout à l'heure, on était très très loin de s'imaginer de l'ampleur que la French Tech prendrait partout en France. La Caisse des dépôts, donc, qui est l'institution que je sers depuis 3 ans et demi, est très fière d'avoir été désigné opérateur de cette action des investissements d'avenir, sur lesquels sont mobilisés d'un côté les équipes de Business France sur la partie attractivité, et de l'autre notre principale filiale BPI France sur le volet accélération, qui co-investit dans des accélérateurs d'entreprises et sur lesquels sont déployés 200 millions d'euros. Il y a 2 choses fondamentales pour éviter les contresens sur la French Tech. C'est que la French Tech, y compris sa marque ouverte,
a été conçu comme un outil. C'est un outil pour l'écosystème entrepreneurial. C'est un outil qui a été fait pour vous, et plus vous l'utilisez, et plus vous le ferez vivre, et plus cet outil perdurera et se déploiera. Si vous ne vous en emparez pas, si l'ensemble des écosystèmes, des entrepreneurs, des financeurs ne s'en emparent pas, le risque est que ça devienne un dispositif institutionnel ou politique, et c'est très curieusement pas ce qu'on a envie de faire, et c'est pas ce qu'on vous souhaite. D'autre part, je voudrais insister sur le volet attractivité qui n'a pas toujours été bien compris et qui vise à financer des opérations de promotion de la French Tech à l'international. Et international, c'est en gras, souligné, en fluo, enfin, c'est le mot important. Ce programme est réservé aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux développeurs qui se font les ambassadeurs de la French Tech, c'est-à-dire de leur propre écosystème. Et il faut l'utiliser. Vous avez un ticket de subvention de 200 000 € maximum sur 3 ans en cofinancement pour un budget total de 3 millions d'euros. C'est comme ça qu'on a accompagné et cofinancé la French Touch Conference à New York, le roadshow international de Revient Léon, ou le pavillon qui est organisé par les entrepreneurs à South by Southwest. Donc maintenant, le seul message, c'est à vous de vous en emparer et de continuer à le faire vivre. On ne peut pas terminer une intervention sur No Borders for Digital Revolution sans parler d'ouverture. Et là, je pense que ça va arriver, gentiment. C'est peut-être pas la peine d'appuyer sur le bouton. Non, peut-être pas, ça va peut-être arriver. C'est bon. Vous savez tous que l'infrastructure du web, telle qu'on le connaît depuis le début, fonctionne exclusivement et massivement sur un très grand ensemble de logiciels libres. Vous savez probablement aussi que c'est l'ouverture des protocoles, et notamment le travail remarquable qui a été fait et qui est souvent oublié, mais qui a été fait par Microsoft dans les années 2000, d'ouverture de leur format de données, qui a permis, et de structuration d'XML, qui a permis au web industriel d'être ce qu'il est aujourd'hui. L'ouverture dans le monde des process, c'est tout ce qui est en train de se passer sur les infrastructures d'orchestration de cloud avec OpenStack. Et ce qui est assez fascinant de mon point de vue, c'est que cette démarche open source est en train d'arriver dans le hardware autour de tout ce qui se passe sur Open Compute, mouvement lancé par Facebook il y a quelques années et qui permet des gains en CAPEX, en OPEX et en efficacité énergétique qui sont absolument ahurissants. Il est 10h30. Formidable. Ça c'était pour réveiller... Génial. Donc ça veut dire que j'ai fini, c'est ça? Il m'en reste une. Oui, et donc c'est avec ça aujourd'hui que vous pouvez, si vous avez un data center à construire demain, aller chercher tous les plans sur Internet. Tout est en open source, tout est disponible. Et ça vous permet de prendre la vague du digital en marche avec les dernières technologies actuelles. Et puis enfin, le digital ne serait rien si on n'avait pas cet esprit ouvert qui permet précisément de dépasser les frontières et dans lequel, quand vous ne trouvez pas une solution qui vous convienne, ben vous la développez vous-même. Et puis ensuite, vous la partagez, pas uniquement dans cet esprit de partage et de collaboration qui caractérise une partie de l'économie, mais aussi parce que partager ce que vous avez fait est probablement le meilleur moyen de s'assurer que d'autres le maintiendront pour vous, surtout si ce n'est pas dans votre cœur de métier. Alors voilà, c'est la fin de cette conférence sérieuse. On va donner la place pour la suite à des intervenants rigolos. Après la Startup Battle, il y aura donc Marie, pour laquelle mon estime n'égale que mon affection. Mais juste avant, je voulais partager avec vous 3 derniers mantras de la révolution digitale que vous pratiquez déjà tous. Code wins argument, c'est celui qui a développé qui a raison. Done is better than perfect, c'est votre capacité à itérer en permanence et à ne jamais vous arrêter. Et le fait, et surtout, et encore une fois, pour moi c'est flagrant dans toute la France, le fait que la seule limite est le talent, et je sais que vous en avez absolument plein. Donc à vous de jouer, merci beaucoup, et place maintenant à des intervenants un peu moins sérieux que moi. Merci.